Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour le webinaire sur le thème Études de cas sur l'expérience d'habitation de femmes et d'hommes marginalisés, qui est présenté par le pôle d'expertise et de recherche en santé bien-être des hommes de Vitam, Centre de recherche en santé durable. C'est une activité qui est gratuite et offerte dans le cadre de la mission universitaire du CIUS de la capitale nationale et grâce au soutien de son service du transfert des connaissances et du rayonnement. Donc, avant de débuter, j'aurais quelques petits messages d'intérêt généraux à vous partager, pendant que j'admets également là, en même temps les dernières personnes qui se joignent à nous. Donc, avant de débuter, quelques mots sur le fonctionnement de l'activité. Sachez que les micros et caméras des participants demeureront fermés tout au long du webinaire et qu'il y aura une période d'échange à la fin de la présentation où vous pourrez poser vos questions, soit dans le clavardage, donc par écrit, ou de vive voix. Donc, on pourra vous laisser là, accès à votre caméra et votre micro pour poser vos questions de vive voix s'il y a lieu. Donc, le webinaire est enregistré et sera accessible en rediffusion à la suite de l'activité. Le lien vers l'enregistrement et le PowerPoint vous seront envoyés par courriel à la suite de l'activité. Finalement, afin d'obtenir votre attestation de participation, vous devrez remplir l'évaluation du webinaire via un formulaire en ligne. Et dans le fond, je vais partager le lien là, vers ce formulaire à la suite de la présentation dans l'onglet « Conversation ». Vous y aurez accès également là, à la suite du webinaire, même quand le webinaire sera terminé. Alors, écoutez, je vous présente sans plus tarder nos conférenciers. Donc, nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Jean-Yves Desgagnés et Simone Lavoie-Racine. Alors, je vais prendre un petit temps pour vous présenter. Donc, Simone Lavoie-Racine est doctorante en anthropologie à l'Université de Toronto. Elle travaille aussi comme professionnelle de recherche dans divers projets portant sur le logement social, la précarité et la santé mentale. De manière générale, elle s'intéresse aux questions de santé, de maladies chroniques et de handicap et à ce qu'elle révèle sur les inégalités sociales et les structures d'oppression. Plus particulièrement, son projet doctoral propose une lecture issue des études féministes pour comprendre les diverses expériences de l'endométriose au Québec. Si vous me permettez, une problématique qui demeure méconnue et on comprend tout l'intérêt d'avoir une lecture féministe sur cette problématique. Donc, merci beaucoup, Simone, d'être avec nous aujourd'hui. Et elle sera accompagnée de Jean-Yves Desgagnés, qui est professeur retraité du département de psychologie et travail social de l'Université du Québec à Rimouski, au campus de Lévis, plus précisément. Jean-Yves Desgagnés a contribué avec d'autres de ses collègues à la création du collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural, où il est toujours actif. Il est membre du comité de direction du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes, en raison de son intérêt sur la pauvreté masculine. Et il est membre également du comité de direction du Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion sociale, chargé d'observer l'évolution de la pauvreté au Québec et de guider le gouvernement et l'ensemble de la société québécoise dans la planification et la réalisation d'actions pour combattre la pauvreté. Alors, chers conférenciers, j'espère que ça vous présente bien. Écoutez, sans plus tarder, je vous laisserai la parole pour votre présentation. Jean-Yves, je t'invite là, à aller en partage d'écran quand tu seras prêt pour le faire. J'ai partagé, David, est-ce que ça fonctionne? C'est parfait, on va très bien. Parfait. Alors, ça ne sera pas long. Alors, donc, bonjour tout le monde. D'une part, merci David, merci au pôle de nous permettre de présenter effectivement les résultats de la recherche effectivement qu'on a menée là, sur le projet d'habitation Le Parcours. Donc, alors, dans le cadre de notre présentation, nous allons aborder, on va vous présenter les constats, les enjeux qu'on a identifiés, puis les défis effectivement auxquels qui se sont révélés dans le cadre de notre projet de recherche.
Donc, un peu pour mettre en contexte un peu qu'est-ce que le parcours. Donc, le parcours, dans le fond, donc, c'est quoi la maison de chambre? Le parcours, en fait. Donc, c'est un projet qui est né suite à une étude importante qui a été faite à Québec en 2015, étude qui s'est intitulée Vivre en maison de chambre à Québec. Une étude, dans le fond, très intéressante que je vous invite même à aller consulter, qui, à mon avis, demeure d'actualité, qui brossait un peu un portrait de l'état des maisons de chambre à Québec. Et dans le cadre de ce portrait-là, il y avait aussi toute une section qui portait aussi sur où les chercheurs s'étaient intéressés au point de vue des premiers concernés, c'est-à-dire aux chambreurs et aux chambreuses. Alors, le parcours, en fait, c'est un immeuble qui propose 27 logements, 21 chambres et 6 studios et des espaces communs à des personnes marginalisées et qui offre aussi une animation socio-communautaire. Alors, c'est un projet qui est innovateur sur le plan de la collaboration. Alors, c'est un projet qui, en fait, implique l'OMHQ à titre de propriétaire de l'habitation, du CIUS de la capitale nationale qui, lui, dans le fond, dans le cadre de l'entente, dans le fond, dégage, permet, dans le fond, à deux intervenants, dans le fond, d'assurer le vivre ensemble, en fait, dans le cadre du projet Le Parcours. Et c'est un projet aussi qui implique aussi l'organisme Clé en main, un organisme qui, en fait, a comme mission d'accompagner effectivement là, des personnes marginalisées dans leur maintien en logement. Et aussi, un autre des partenaires du projet, même à l'initiative du projet de parcours, qui est le comité des maisons de chambre de Québec. Donc, alors voilà un petit peu des éléments de contexte. Aussi, peut-être dans le contexte, aussi rappeler que les enjeux qu'on va vous mentionner aujourd'hui, ben, ils ne sont pas propres au parcours, OK? Puis aussi, dans le sens qu'elles peuvent être exacerbées aussi par certaines sensibilités des locataires, soit au bruit dans le quartier, aux relations de voisinage. Donc, donc ces enjeux-là ne sont pas toujours propres au parcours. L'arrivée au parcours, pour la plupart des personnes, c'est une période de transition pour plusieurs des personnes. Donc, lié à un contexte d'arrêt de consommation, de sortie de la rue, du début d'une formation ou d'un nouvel emploi, qui peut aussi là, avoir un impact sur les tensions qui peuvent être vécues dans le quotidien au parcours. Puis aussi, une des choses aussi qui est importante, c'est malgré l'abordabilité du parcours, parce que les gens qui vivent au parcours, dans le fond, c'est reconnu comme du logement social, donc consacrent 25% de leurs revenus au logement. Malgré ça, les locataires sont encore en situation de précarité économique et également de vulnérabilité sur le plan de la santé mentale ou physique, ou encore ont d'autres besoins à combler, notamment sur le plan de la sécurité alimentaire. Aussi mentionner que le projet de parcours a été initié, en fait, le projet a débuté, en fait, en plein contexte de COVID. Alors ça aussi, ça a eu des impacts, là aussi, sur le démarrage aussi du parcours. Alors donc, entre autres, par rapport aux liens sociaux, là, qui étaient plus difficiles à établir. Alors, je laisse maintenant la parole à ma collègue Simone. Oui, merci Jean-Yves pour la mise en contexte. Donc, à partir de ces éléments-là, en fait, ce qui s'est produit, c'est que Jean-Yves a été contacté, disons, pour faire ce projet de recherche-là à l'année 2 du parcours, ou en tout cas, la collecte de données a commencé dans ces environs-là, pour un peu voir qu'est-ce qu'il y en était, là, puis comment ça se déroulait. Donc, en fait, on a commencé par recruter les personnes, faire des entrevues, transcrire ces entrevues-là. Puis ensuite, à partir de ces transcriptions-là, on a écrit des récits de vie pour chacune des personnes. Je vais vous présenter des éléments là, issus de cette rédaction-là plus tard. Et ensuite, avec notre magnifique comité de pilotage qui comportait en fait des gens du comité maison de chambre, du CIUS et Jean-Yves et moi, évidemment, on a fait l'analyse des données. Donc, on a essayé de comprendre un peu qu'est-ce qui ressortait de tout ça, dans le but, en fait, de pouvoir mettre en commun, un peu avoir nos conclusions, puis présenter ça donc au CIUS, qui était parmi les principaux intéressés là, à avoir les résultats, mais aussi aux locataires. Puis, en fait, on a également présenté là, les résultats de ce projet-là aux États généraux sur l'itinérance cette année. Donc, il y a quand même eu une petite diffusion qui s'est faite. La collecte de données, ça a eu lieu de juillet à septembre 2022.
oui, 2022. On a parlé avec... en fait, on a envoyé des invitations à toutes les personnes qui résidaient au parcours à ce moment-là. Puis, ça a donné finalement 10 locataires intéressés à faire des entretiens et 5 ex-locataires. Donc, comme vous pouvez deviner, la précarité, les enjeux de santé mentale, plein d'autres questions font que les ex-locataires étaient parfois difficiles à rejoindre. Donc, on parle de soit des téléphones, numéros de téléphone qui ne fonctionnaient plus, les intervenants changent. Donc, on a quand même réussi à parler avec 5 ex-locataires. Donc, on était vraiment satisfaits de cet échantillon-là pour notre projet. Donc, qui sont les personnes qu'on a rencontrées? Donc, on a rencontré 4 femmes et 11 hommes. Donc, ça, c'est locataires et ex-locataires confondus, avec une moyenne d'âge de 50 ans. Donc, c'est quand même assez similaire là, à la moyenne d'âge des gens qui résident en maison de chambre de manière générale. Donc, il n'y a pas de surprise ici. Et les revenus mensuels, donc en moyenne autour de 1 000 $. Donc, la plupart des personnes recevaient des subventions, une combinaison de prestations d'aide sociale, de retraite, d'invalidité, etc. Parmi ces personnes-là, il y en avait plusieurs qui étaient autochtones, issus de l'immigration ou en mobilité réduite, en situation de handicap. Donc là, ça amène des défis particuliers dont on va parler un petit peu plus tard. Et aussi, un fait qui est quand même intéressant, c'est que parmi les personnes qu'on a rencontrées, en fait, les ex-locataires avaient tous habité en chambre et avaient exprimé une certaine insatisfaction pour certaines personnes. Donc, il y avait quand même une question intéressante là de voir que les gens qui partaient avaient été plus en chambre, en tout cas ceux qu'on a pu rencontrer. Puis, on a rencontré toutes les personnes qui vivaient dans des studios aussi. Donc, il faut quand même garder ça en tête quand on va vous parler des résultats. Puis la majorité des gens, en fait, résidaient là depuis 2020, donc depuis 2 ans environ. Donc ça, c'était intéressant parce que ça mettait un peu, ça challengeait, disons, un peu l'idée qu'il y avait un gros roulement au parcours. Et c'est ça, donc malheureusement, parmi les personnes qui étaient parties, ce n'était pas tous des départs volontaires, mais il y avait quand même 3 départs qui étaient volontaires, donc des gens qui étaient, par exemple, qui avaient obtenu un logement via un HLM, un logement subventionné. Puis il y en a 2 qui étaient malheureusement pas en situation de stabilité résidentielle après leur départ au parcours, mais quand même 3 l'étaient sur les 5 qu'on a rencontrés. Donc là aussi, c'était intéressant de constater ça. Parfait. Donc, un élément sur lequel, en fait, nous, on demandait aux gens de un peu nous parler de leur parcours d'habitation, même avant d'arriver au parcours. Puis, un des éléments intéressants qu'on a pu observer, c'est que obtenir une place au parcours, puis je pense que c'est le cas pour plusieurs ressources de logement communautaire ou social, c'est pas si simple que ça. Donc, ça prend des références. Puis, pour avoir une référence, évidemment, ça sous-entend qu'on a une relation correcte avec les intervenants-intervenantes avec qui on est en relation. Donc, déjà là, il y a comme une petite marche là, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Puis, en fait, il faut que l'intervenant ou l'intervenante constate que la personne n'a pas des conditions de logement acceptables. Donc, soit le logement insalubre ou trop vieux, ou des gens qui ne peuvent pas, en fait, suivre les augmentations de loyer, là, encore plus d'actualité de parler de ça, là, compte tenu des dernières augmentations là, qu'il y a eu en 2025. Ou en tout cas qui vont arriver en 2025. Ou sinon, il y a des gens qui, par exemple, un refuge ferme, donc la personne a littéralement nulle part où aller, l'intervenant connaît le parcours, va référer. Donc, il y avait quand même plusieurs étapes là, dont les gens nous parlaient avant d'arriver au parcours. Les trajectoires de vie, Jean-Yves on a un petit peu le mentionné plus tôt. En fait, il y avait plusieurs trames communes parmi les personnes qu'on a rencontrées. Donc, la plupart avaient vécu une vie d'instabilité résidentielle. Donc, on considérait ça un peu, en fait, c'est les gens qui qualifiaient ça eux-mêmes d'instabilité. Donc, c'était pas nécessairement nous qui l'avions nommé comme ça. Ça pouvait être soit des déménagements avec les parents quand les gens sont jeunes, période à la rue, par exemple, prison, puis sortir de la prison, avoir nulle part où aller. Donc, plusieurs hauts et bas, disons, côté de l'habitation. Puis aussi, les gens témoignaient de plusieurs souffrances
Donc, c'est des parcours de vie qui ne sont pas nécessairement faciles à raconter ou à entendre. Il y avait beaucoup de questions de dépendance, d'abus, les questions évidemment de santé mentale. Puis tout ça, en fait, c'est pas nécessairement surprenant compte tenu que le parcours vise des populations dites marginalisées, mais je pense que ça vaut quand même la peine de mettre l'accent là-dessus. Donc, c'est ça. Donc, à partir de ces éléments-là, c'est des personnes qui ont généralement des travailleuses sociaux qui les accompagnent et qui vont faire donc tout le parcours dont j'ai parlé là avant le fait d'être référé, puis d'avoir en fait une situation dans laquelle on n'a plus vraiment de choix là, de logement et donc les gens atterrissent au parcours. Donc, en fait, on a aussi interrogé les gens par rapport à ce qu'ils appréciaient du parcours. Puis, il y a vraiment des éléments là, qui sont sortis là, pour tout le monde, c'est-à-dire le prix, hein, le fait que ce soit 25% des revenus. Donc, évidemment que ça représentait pour plusieurs là, un gros soulagement face au prix qu'ils pouvaient payer avant, soit en chambre ou en appartement ou autre. Puis aussi, le fait que ce soit un bâtiment neuf. Donc, la plupart des personnes n'avaient jamais vécu dans un appartement neuf ou même dans un appartement salubre dans les dernières années, disons, avant d'arriver au parcours. Et le fait qu'il y avait une salle de bain individuelle pour chaque unité, donc pour les chambres et pour les studios. Donc, ça, c'était vraiment important pour les gens. Puis, je me rappelle d'ailleurs quelqu'un qui me disait, après avoir visité pour la première fois sa chambre, avait commencé à pleurer parce qu'il n'avait jamais vu une salle de bain. Il n'avait jamais eu une salle de bain à lui, disons, dans les 10 dernières années. Donc, ça, c'est vraiment la notion d'intimité puis d'avoir son espace, son chez-soi, c'est vraiment important là, pour les personnes. Les studios, particulièrement, ça, c'était vraiment, disons, un gros hit parce que les gens avaient la possibilité de se faire à manger, hein, d'accueillir leurs voisins, de recevoir des amis, des proches, d'avoir un vrai chez-soi et pas d'avoir à aller à la salle à la cuisine en bas, par exemple. Aussi, ça, c'est très situé dans le temps, mais l'accès à l'aide alimentaire, en fait, c'est pendant les confinements, il y avait un service communautaire au centre Monseigneur Marcoux qui est à une centaine, en tout cas, peut-être 5 minutes de marche du parcours avec des repas abordables. Donc, ça, c'était très apprécié parce que, comme on l'a dit tantôt, le fait d'avoir accès à un logement subventionné, ça faisait pas en sorte que les gens pouvaient se permettre de faire des dépenses nécessairement à l'épicerie plus qu'avant, compte tenu de l'augmentation des prix. Donc, ça, c'était vraiment un gros plus. Puis, les animateurs, animatrices qui étaient présents, donc ça, c'était vraiment les gens qui faisaient le rôle pivot là, pour plusieurs, qui les aidaient dans leur démarche pour faire une demande HLM au quotidien, ça aide à apaiser les tensions. Ou si on a quelqu'un qui connaît le quartier, hein, c'est pas tout le monde qui connaissait Limoilou avant de déménager là. Donc, juste l'accompagnement puis le soutien, là, c'était vraiment... Puis on a pu constater, Jean-Yves et moi aussi, toute l'importance de ces animateurs, animatrices-là au quotidien. Ensuite, la question de la sécurité. Donc, la plupart des gens sentaient en relative sécurité au parcours. Puis, ça nous avait quand même surpris, mais le fait qu'il y ait des caméras dans les escaliers, dans les aires communes, si je ne me trompe pas, et le fait de pouvoir appeler les agents de sécurité de l'OMH, donc de l'Office d'habitation, qui est le propriétaire de l'immeuble, ça permettait à plusieurs personnes de se sentir en sécurité. Et finalement, je pense que c'est le dernier point positif. Donc, c'était en fait le parcours. Donc, c'est sur Boulevard de la Canardière. Il y a le 800 qui passe à côté. Puis, d'autres autobus qui passent dans Limoilou avec des services de proximité, donc épicerie, commerce, etc. Donc, ça, c'était quand même un point positif pour plusieurs locataires. Donc, nous, en fait, une des grandes, on va y revenir plus tard, mais donc un de nos grands résultats, disons, c'est vraiment de voir que le parcours, ça répond en fait à des besoins super importants des locataires qui sont d'avoir un logement salubre, adapté aux moyens financiers et stable. Donc, la possibilité de rester à long terme. Donc, ce n'est pas des bails qui peuvent être coupés n'importe quand. Il y a des gens qui ont quitté, mais le fait d'avoir un endroit dans lequel les gens peuvent rester pour soit un plus long terme ou pour
prendre le temps de réaliser un autre projet de logement qu'ils ont eu, mais qui n'avaient pas d'endroit dans lequel se poser, puis bon, le mettre en œuvre. Donc, définitivement, ça, c'était la raison d'être du parcours, en fait, c'est vraiment ça, puis je pense que ça y répondait super bien. Évidemment, il y a des irritants, mais comme dans tout logement. Donc, on les a regroupés en 3 catégories. Donc, il y avait l'environnement physique, les processus de décision, si je ne me trompe pas, oui, le fonctionnement, puis les relations sociales. Donc, l'environnement physique, bon, Limoilou, c'est un quartier central, c'est un quartier dense, donc il y a des bruits, il y a des bars. Donc, ça pouvait entrer en fait en conflit avec les besoins de tranquillité de certaines personnes, surtout si on prend en compte qu'il y a plusieurs locataires qui ont des enjeux sensoriels liés soit à des médications qu'ils prennent, à des diagnostics, à des réalités en santé mentale. Donc ça causait quand même un inconvénient pour certaines personnes. Ensuite, dans la bâtisse elle-même, donc il n'y avait pas d'ascenseur. On sait que la pauvreté, les questions de santé, d'inégalité de santé, ça va main dans la main. Donc, plusieurs personnes avaient, par exemple, des enjeux d'articulation, aussi le vieillissement. Je vous ai dit, la moyenne d'âge était de 50 ans. Donc, le fait de devoir monter jusqu'à 3 étages pour aller chez soi, on y pense à 2 fois avant d'aller à la cuisine ou au rez-de-chaussée. Même chose le côté plus bâtisse, donc la grandeur des chambres, pour certains, c'était pas suffisant. Ou en fait, le fait qu'il n'y avait pas de climatisation. Donc, c'est quand même, comme on dit, on est au centre-ville à Québec, donc il peut faire assez chaud l'été. On l'a nous-mêmes constaté parce que c'est l'été qu'on a fait nos entretiens. Donc, c'est ça. Puis, côté extérieur, donc il y avait des gens qui avaient des projets d'aménagement qui pouvaient plus ou moins se réaliser, donc ça pouvait causer des frustrations là, pour les locataires. Ensuite, par rapport au fonctionnement, donc justement, par rapport à, par exemple, les espaces extérieurs, donc il y a certaines personnes qui sentaient une genre d'incompatibilité entre se faisaient dire qu'ils étaient des locataires comme les autres, pouvaient avoir un pouvoir sur l'environnement, mais d'un autre côté, je pense que les propositions, il y avait comme un long délai, il y avait des longs processus pour qu'ils soient acceptés. Donc, il y avait comme un petit enjeu là, pour plusieurs personnes qui auraient voulu pouvoir, par exemple, avoir des objets sur leur, mettons, une balançoire ou un jardin, ou en tout cas mettre comme des petits projets en œuvre. Ensuite, ça, je pense que c'est peut-être l'irritant le plus important, ou en tout cas qui résume bien le mieux tous les irritants, mais c'est le conflit entre le droit à un logement, donc de pouvoir avoir un endroit dans lequel on vit sans se faire mettre dehors, mais le droit à un environnement paisible pour d'autres. Donc, par exemple, pour certains, la consommation de d'autres locataires qui était permise dans le bâtiment là, dans une certaine mesure. Dans le fond, pour eux, c'était vraiment un enjeu là, quant à leur propre bien-être. Mais après ça, je pense que ça revient un peu à dire c'est quoi la mission du parcours, puis comment on peut concilier ces différentes visions-là, en fait, du logement. Et ensuite, bon, peut-être juste un autre élément, là, puis après, on passera au dernier tableau, mais que c'est pas nécessairement bien adapté à certaines réalités culturelles. Donc, c'est pas pareil d'arriver au parcours quand on était dans un refuge avant que quand on vient d'arriver au Canada avec un statut de réfugié. Donc, il y avait peut-être certaines difficultés là, à ce niveau-là. Puis finalement, par rapport aux relations sociales, donc les crises, encore une fois, c'est pas tout le monde qui vivait bien avec ça ou qui sentait qu'ils se sentait en sécurité quand ça se produisait. Par contre, évidemment, il y avait le soutien socio-communautaire qui était là pour aider avec ces situations-là. Puis aussi, les questions de genre, donc harcèlement de certains hommes envers certaines femmes. Ça, je pense que ça arrive pas qu'au parcours, évidemment, mais là, compte tenu que c'est un milieu un peu fermé où les gens se côtoient en proximité, je pense que ça vaut la peine de le noter quand même. Et donc, je vais passer la parole à Jean-Yves pour un peu résumer nos enjeux qu'on a identifiés à partir de ces irritants, éléments positifs
Oui, à partir un peu, effectivement, merci Simone là, pour la présentation des résultats. Puis à partir de ces résultats-là, on a dégagé effectivement des enjeux et des défis là, qu'on avait constatés suite effectivement là, aux entrevues réalisées. Un des premiers enjeux, dans le fond, qui est apparu, qui est ressorti, dans le fond, qui était très clair, c'était tout l'enjeu du pouvoir des locataires. Simone l'a abordé dans sa présentation. Donc, hein, les locataires, parce que dans le fond, au sein le parcours, en fait, est géré par l'OMHQ, tu sais. Alors, naturellement, donc, quand les gens avaient des insatisfactions, alors, donc, les gens, dans le fond, soumettaient leur plainte au comité de locataires qui, elle, soumettait, en fait, cette plainte-là, faisait suivre cette plainte-là à l'OMHQ. Et parfois, les délais étaient très longs, en fait, effectivement, tu sais, entre, effectivement, le moment où les gens faisaient leur plainte et le moment où celle-ci était traitée. Alors, ça, c'est une première des choses. Donc, le pouvoir des locataires, premier enjeu. Toute la question aussi de la mixité de genre, d'âge et de diversité. Alors ça aussi, donc dans le cadre des entrevues, on s'est rendu compte, dans le fond, effectivement, que est-ce que c'est une bonne chose, effectivement, parce qu'au parcours, il y avait majoritairement des hommes, il y avait quelques femmes, puis les femmes que nous avons rencontrées nous ont parlé, effectivement, dans le fond, nous ont révélé avoir été victimes parfois de harcèlement de la part de certains hommes. Donc ça, je pense que ça, c'est un des éléments là, qui est lié à la mixité de genre. Mais aussi, on a rencontré aussi des locataires qui étaient plus jeunes, qui effectivement ne se sentaient pas nécessairement bien, effectivement, puis, ou encore tout l'enjeu de la diversité aussi. Donc, il y avait aussi au parcours des personnes qui étaient soit issues de minorités racisées ou encore qui vivaient de la diversité de genre. Donc, alors ça aussi, là, c'est un enjeu qui est ressorti donc en lien avec la composition, en fait, des locataires du parcours. Un autre des enjeux, dans le fond, c'est toute la gestion des conflits, des crises puis des événements dramatiques, parce qu'il y en a eu plusieurs. Hein. Bon, on l'a mentionné au tout départ, c'est né en plein contexte de COVID. Et alors, donc, il y a eu vraiment, là, plusieurs locataires nous ont partagé, effectivement, avoir été témoins, effectivement, dans le fond, d'un suicide d'un des locataires, finalement, ou encore de conflits, de violences entre locataires. Donc, tout ça, finalement, c'est vraiment... Là, donc, il y a eu vraiment des conflits, il y a eu des crises, des événements dramatiques. Puis, parfois, effectivement, les gens étaient un peu laissés à eux-mêmes, n'avaient pas vraiment de soutien là, pour, effectivement, là, en fait... un fond, gérer effectivement cette situation-là. Donc, ça, c'est un autre des enjeux importants, donc liés au vivre ensemble, en fait. Puis, il y a aussi toute la question des autres besoins des locataires. Hein. On l'a mentionné tantôt. C'est sûr que les locataires, dans le fond, apprécient le fait de réduire le coût de logement. Ça leur permet effectivement de mieux composer avec leurs autres besoins. Mais il reste quand même que c'est pas, ça ne règle pas tout. Donc, et effectivement, comme le mentionnait Simone, le fait, par exemple, que pendant la COVID, les gens pouvoir avoir accès aux services d'aide alimentaire qui étaient offerts par le Centre Seigneur Marcoux, ça, c'était très apprécié. Puis, ça a été vraiment déploré aussi. Là, les gens étaient de ne pas pouvoir, effectivement, continuer à pouvoir avoir cette ressource-là. Et aussi, il y a toute la question des autres besoins liés à la reconnaissance aussi, liés à l'entretien de l'environnement. Donc, et le fait qu'il y avait des locataires, dans le fond, qui auraient voulu contribuer, dans le fond, qui avaient des idées de solutions ou de moyens qui auraient pu être mis en place, ou qui faisaient effectivement des efforts là, pour bien prendre soin de leur environnement, et ne sentaient pas toujours que c'était reconnu. Donc, tout l'enjeu de la reconnaissance aussi. Les gens, on a parlé du pouvoir de locataire, les gens veulent que leur voix soit entendue, veulent pouvoir aussi contribuer, dans le fond, à leur milieu de vie. Mais en plus, ils apprécieraient aussi que quand ils font des efforts et qu'ils posent des gestes, bien, que ce soit reconnu. Et ça, malheureusement, les locataires nous ont partagé que ce n'était pas toujours le cas. Alors, voilà un peu pour... il y avait d'autres enjeux, mais je dirais que c'était les principaux qu'on tenait à vous partager. Il y a eu quand même aussi des idées d'amélioration qui ont été souhaitées par les premiers concernés.
Donc, alors je vous les cite. Donc, alors une des premières suggestions, première idée, c'était qu'il y ait une plus grande responsabilisation des locataires qui étaient admis, ainsi qu'une plus grande ouverture à leurs projets. Parce que, par exemple, tu sais, les jeunes nous ont parlé qu'à plusieurs reprises, tu sais, il semblerait que le toit pouvait permettre effectivement, tu sais, aux jeunes de pouvoir faire du jardinage, tu sais, de pouvoir faire, et ça finalement, on leur a jamais permis d'utiliser le toit effectivement, pour effectivement le faire des jardins peut-être communautaires et pouvoir effectivement peut-être se nourrir aussi plus sainement là, en produisant leurs propres légumes. Bon. Donc ça a été, donc il y avait aussi toute l'histoire de la balançoire, hein, Simone aussi, là, les jeunes en ont parlé beaucoup, donc tu sais, ils voulaient avoir une balançoire, tu sais, puis finalement, finalement ça a pris presque 3 ou 4 ans, parce que finalement ils en ont une balançoire maintenant, mais ça a été très long finalement avant qu'on puisse répondre à ce besoin-là à l'extérieur, de pouvoir avoir une balançoire pour pouvoir au moins prendre l'air. Alors, un exemple qui nous avait été signalé. Aussi, des actions plus rapides hein, lorsque les plaintes sont signalées. Alors ça, je pense que ça vient un peu avec une des insatisfactions ou des enjeux qui avaient été soulevés. Avoir accès aussi à une salle équipée d'un ordinateur parce que c'était pas prévu, en tout cas dans l'aménagement. Pourtant, il y avait des espaces peut-être qui auraient peut-être rendu cela possible. Donc, ça, c'était une des améliorations qui était suggérée. Aussi, l'organisation de plus d'activités collectives, par exemple, cuisine collective, des sorties, peut-être avoir des groupes de ménage, justement, là, pour l'aménagement des espaces communs. Alors, ça, c'était des idées qui étaient mentionnées par les locataires. Puis, aussi, il y avait aussi été mentionné l'amélioration des espaces extérieurs, puis la propreté des lieux communs là, qui laissaient, selon les locataires qu'on a rencontrés, laissaient à désirer. Alors ça, c'était les améliorations qui étaient souhaitées par les premiers concernés. Alors, sur la base un peu de tout ce qu'on vient de vous présenter, en fait, c'est quoi, nous autres, les principales conclusions à laquelle nous en sommes arrivés suite à cette recherche-là? La première, vous ne serez pas surpris, donc le parcours répond très bien aux besoins d'avoir accès à un logement social stable, subventionné et salubre. Alors ça, je pense que c'est atteint comme objectif, mais encore là, un toit sur la tête, ça n'arrive pas tout. Hein, puis d'autres dimensions sont à considérer si on veut favoriser la stabilité résidentielle pendant le séjour au parcours. Ou ça peut être aussi dans d'autres types de résidences du même type que celle du parcours. Donc, toute la question de la disposition des logements et des espaces communs, okay, qui ne correspondent pas toujours à ce que les gens ont envie de vivre comme proximité. Par exemple, au parcours, il a été prévu des espaces communs comme cuisine, effectivement, où les gens pouvaient se faire à manger, tout ça. Et ces espaces-là ne répondaient pas nécessairement à tous les besoins des locataires. Et aussi, les locataires auraient peut-être préféré, ce qu'on a vu, effectivement, un des besoins qui a été exprimé, c'était que les gens auraient préféré le studio. Le studio était peut-être la formule idéale, dans le fond, pour répondre aux besoins des locataires, parce que le studio permettait au moins d'avoir accès à une cuisine et de se faire à manger. Et comme le mentionnait Simone, il y avait certains résidents qui vivaient au 4e étage, au parcours, et qui ne pouvaient pas, dans le fond, parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur, c'était pas facile pour eux d'avoir accès, dans le fond, à cet espace commun-là. Et cet espace commun-là aussi était aussi source de conflit parce que, oui, ils avaient été équipés de fours, de frigidaires. Puis là, dans le frigidaire, bien naturellement, chacun pouvait mettre ses aliments-là, mais parfois, certains aliments étaient pris par un autre locataire. Alors, ça devenait une source de logement. Donc, l'idée d'avoir des espaces communs, est-ce que dans le fond, c'était une bonne idée? Je pense que ça, c'est quelque chose qui serait peut-être davantage à réfléchir, donc, comme tel. Toute la question aussi du vivre ensemble, hein, donc ça, c'est vraiment un élément incontournable, un enjeu incontournable auquel, en fond, auxquels sont confrontés les locataires qui vivent au parcours. Tu sais. On a parlé tantôt de la question des tensions et des conflits entre les locataires là, qui ont existé,
et qui vont continuer à exister. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on peut effectivement aider à réduire et diminuer ces conflits-là, ces tensions-là. Toute la question de la mixité de genre, d'âge et de diversité culturelle, ça, c'est un autre enjeu, donc, auquel nous, on a invité effectivement les responsables du parcours à réfléchir. Donc, c'est une bonne idée, effectivement, donc, cette diversité-là. Et si on la permet, ben, c'est quoi un peu les conditions qu'on met en place pour favoriser, effectivement, dans le fond, là, que davantage un vivre ensemble entre les gens qui vivent ces différentes diversités-là. Toute la question des vulnérabilités des uns qui sont incompatibles avec le comportement d'autres locataires. Par exemple, un locataire qui arrive au parcours, qui, dans le fond, qui sort d'un problème de dépendance et qui se retrouve dans un contexte, par exemple, où c'est possible de consommer, hein, vous comprendrez que là, ça peut poser un défi à cette personne-là qui est dans un processus de se libérer de cette dépendance-là. Donc, ou encore, il y a des locataires qui étaient admis au parcours, qui vivaient des problématiques de santé mentale et qui étaient plus fragiles, par exemple, sur le plan du sommeil. Alors, c'est sûr que là, d'être peut-être dans un logement, dans le fond, qui donne sur le boulevard et sur le bar et là où il y a beaucoup de bruit, alors naturellement, pour cette personne-là, ça devenait effectivement, dans le fond, ça venait affecter, dans le fond, sa capacité de dormir, donc ça avait des conséquences aussi sur sa santé mentale. Donc, alors ça aussi, donc, ou encore un autre locataire qui dort plus tard puis qui fait de la musique très forte. Donc, vous voyez un petit peu là. Alors, donc, tout ça aussi, là, donc, ça devient des sources de conflits, puis ça vient rendre plus difficile de vivre ensemble. On a parlé le pouvoir des locataires sur leur milieu de vie. Donc, les gens vraiment là, demandaient effectivement d'avoir plus de leur voix au chapitre dans les règles, les règlements, donc, c'est les règles de vie là, au parcours, puis la question du traitement des doléances par le propriétaire. Puis il y a aussi peut-être l'enjeu des autres besoins des locataires qui continuent d'exister même si le logement devient plus abordable. Donc, la question de l'insuffisance de la prestation d'aide sociale. Plusieurs des locataires du parcours recevaient des prestations d'aide sociale, mais on a pu constater que ces prestations-là ne permettaient pas effectivement là, de pouvoir satisfaire l'ensemble de leurs besoins. Parfois, les gens n'avaient pas nécessairement la pleine prestation auquel ils auraient eu droit. Donc, toute cette question-là, l'enjeu des prestations d'aide sociale, c'est un enjeu qui est à considérer. La question de bien se nourrir, de connaître les ressources pour les services de proximité de son quartier. Comme l'a mentionné Simone, hein, il y avait plusieurs locataires qui arrivaient d'un autre quartier. Donc, c'était pour eux un nouvel environnement. Donc, c'est quoi les ressources, c'est quoi les services? Donc, aussi, ça, c'est à considérer. Donc, dans l'accueil puis le soutien aux locataires. Le fait de se sentir utile et reconnu, hein, de besoin de la reconnaissance, on en a parlé tantôt, de pouvoir aussi pouvoir recevoir ses enfants et ses petits-enfants. C'était en tout cas les locataires qui nous ont partagé qu'ils ne pouvaient pas, une locataire entre autres qui vivait dans un studio, dit, moi j'aurais aimé ça, pouvoir accueillir mes petits-enfants qui venaient peut-être venir passer une nuit dans le fond de son studio, mais ce n'était pas permis. Ou encore d'avoir une vie affective, donc de pouvoir avoir, dans le fond, une blonde, dans le fond, ou un chum qui vient de temps en temps. Là. Alors ça, c'est peut-être plus compliqué au parcours là, de cette possibilité-là. Alors voilà donc deux de nos principales conclusions. On en a d'autres. Alors, il y avait aussi le fait que la mission du parcours aussi méritait d'être clarifiée. C'est-tu un lieu de transition ou d'habitation à moyen ou long terme? C'est-tu les deux? Alors ça, il y avait encore en tout cas, une certaine ambiguïté qui pouvait avoir des impacts aussi sur la composition. Donc, le repérage puis la sélection des locataires mériterait d'être améliorée à la lumière de la clarification de la mission. Alors, ça aussi, on pense que c'est un élément qu'il faudrait peut-être clarifier là, et qui aiderait peut-être à mieux identifier qui peut être admis au parcours. Lors de l'admission d'un nouveau locataire aussi, ce serait peut-être important aussi, on a senti que qu'il n'y avait pas nécessairement, là, on ne prenait pas vraiment le temps d'expliquer un peu, de présenter la mission du parcours, c'est quoi les règles de vie au parcours, c'est quoi les objectifs qui sont poursuivis par celui-ci pendant son séjour au parcours, c'est quoi les objectifs que le locataire poursuit quand il arrive au parcours, puis aussi c'est quoi les défis que lui est conscient qu'il va avoir à relever pendant son séjour au parcours. Alors ça, on trouvait aussi qu'il y avait peut-être des choses à améliorer de ce côté-là. Et il y avait aussi, prendre le temps de bien accueillir un nouveau locataire et lui faire découvrir son nouveau quartier.
les ressources de son milieu vont lui être utiles. Alors ça aussi, c'était un autre élément, là, une autre de nos conclusions. Peut-être comme dernière conclusion, un élément aussi qui est à considérer, c'est, et moi, ça m'interpelle particulièrement, quand je m'intéresse à ce sujet-là, de la question de la pauvreté au masculin, qui serait un autre défi qui serait à considérer pour mieux intervenir ou mieux accueillir les locataires du parcours. D'une part, je vais y aller très brièvement, je vois que le temps passe, puis on va avoir un temps d'échange, là. Alors donc, je me suis intéressé, moi, dans le fond, à cette question-là de la pauvreté au masculin, et le fond, on a intérêt, dans le fond, à mieux comprendre c'est quoi les stratégies, effectivement, qui sont utilisées par les hommes, dans le fond, là, pour quand ils font face, dans le fond, à une détresse, à un problème, tout ça. Alors ça, ces stratégies-là, elles sont à mieux comprendre. Et parce qu'effectivement, ça nous permettrait peut-être de mieux accompagner, au fait, de mieux aider les hommes qui viennent au parcours. Je ne développerai pas là-dessus, on pourra peut-être en parler plus longuement, mais je tenais quand même à mentionner que, donc, on est tout en fait, c'est un lien avec l'enjeu de genre. Donc, aussi connaître les leviers possibles aussi. Donc, souvent, effectivement, quand on est un homme, qu'on vit de la pauvreté, alors, une des choses qui est ressortie dans les travaux que j'ai menés, c'est toute la question de vouloir se sentir utile. Donc, ça peut être un levier très important. Donc, alors les hommes, dans le fond, qui ne sont plus capables de se valoriser par le travail, veulent aussi, dans le fond, contribuer. Et là, effectivement, être utile, dans le fond, ça peut être utile au parcours, dans le fond, de pouvoir faire des petits travaux, ça peut être de faire du jardinage, ça peut être de prendre soin d'une autre personne. Là. Alors, ça aussi, donc, ça, c'est un levier qui, en tout cas, c'est un levier qui peut être utile aussi sur le plan de l'intervention. Alors, j'arrêterai là-dessus parce que je veux qu'on ait un peu de temps là, pour l'échange. Donc, je vais mettre fin au diaporama et permettre maintenant qu'on puisse échanger. Pardon. Oui, merci beaucoup, Jean-Yves. Merci beaucoup, Simone, pour votre présentation. C'était super intéressant de vous entendre. Jean-Yves, je t'inviterai peut-être à enlever le partage d'écran pour que ça nous permette de voir l'ensemble des personnes, s'il y en a qui veulent prendre la parole. Donc, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je pense que ça résume bien un peu les enjeux qu'on peut avoir dans ce type d'habitation. On a vu aussi tous les avantages de ce type de ressources ou de logements au niveau d'avoir des logements abordables pour les personnes marginalisées. L'amélioration aussi de leurs conditions de vie, je pense que c'est un gros point fort là, qui ressortait de votre recherche. En même temps aussi, tous les défis du vivre ensemble, on peut les comprendre pour ceux et celles qui ont habité dans des logements partagés ou autres. Hein, on comprend tous les défis. Et je pense que vous les avez très bien soulignés. Écoutez, on serait rendu à une période pour des échanges, pour des questions, commentaires. Alors, vous pouvez soit poser vos questions là, par écrit dans l'onglet Conversation ou lever la main, puis je vais vous laisser prendre la parole là, directement. Alors, on aurait déjà une première main levée. Donc, je vais vous permettre, Mathilde Moffett-Bourassa, de prendre la parole juste un petit instant. Je vais vous autoriser votre micro et votre caméra pour que vous puissiez poser votre question directement. Alors, Mathilde, vous devriez être en mesure de le faire maintenant. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Parfait. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Vous avez mentionné qu'il y avait certaines personnes que ça n'avait pas mené à une stabilisation résidentielle, leur parcours, justement, à la ressource, le parcours. Je me demandais, est-ce que vous avez soulevé des différences entre ces individus qui ont pu se stabiliser au niveau de l'habitation et ceux qui n'ont pas eu ce même résultat-là? Simone, si tu veux répondre ou... oui. Ben, en fait, je pense que pour la majorité des personnes, malheureusement, on n'a pas pu les rejoindre. On n'a pas fait comme une analyse spécifiquement là-dessus, mais en fait, il y avait beaucoup plus de ressemblances, je pense, entre les ex-locataires qui ne s'étaient pas stabilisés, ceux qui se l'étaient fait, que de différences. Je pense que c'est peut-être plus une question
de moments de vie ou d'enjeux précis à ce moment-là. Donc, par exemple, les gens qui, par exemple, avoir une déficience intellectuelle, puis être dans un groupe d'âge qui finalement n'a plus accès à certaines subventions ou perdre un suivi avec un intervenant. Donc, c'était plus par rapport à des éléments de vie que comme d'autres choses, là, si je me souviens bien, mais je ne sais pas si Jean-Yves, tu avais... Ce que je compléterais, c'est qu'il y a eu quand même, dans les 5 ex-locataires, il y en avait quand même 3, qui, en fait, avaient besoin, en fait, leurs besoins étaient différents. Donc, effectivement, donc, ils avaient quitté le parcours, mais pour, en fait, avoir un logement social, dans un autre quartier, dans le fond, qui était plus éloigné, qui les éloignait, par exemple, d'un réseau, dans le fond, qui pouvait être plus facile, ou plus facilement, où il y avait plus de consommation, par exemple. Alors, donc, il y avait des gens qui avaient déménagé, dans le fond, qui avaient quitté la résidence, mais qui avaient maintenu une stabilité résidentielle, mais dans un autre type de logement mieux adapté à leurs besoins. Par exemple, je pense qu'il y en avait un qui voulait finalement, qui avait les enfants, puis l'autre parcours, naturellement, c'était pas sa maison de chambre, ne lui permettait pas d'accueillir ses enfants, donc il a pu avoir un HLM, effectivement, qui lui permettait de reprendre contact avec ses enfants, par exemple. Alors, mais comme dit Simone, effectivement, ceux qui vraiment, l'échantillon était peut-être un petit peu trop petit, puis on n'a pas porté beaucoup d'attention à cet angle-là, là, je dirais. Parfait, merci. Merci pour votre question. Maintenant, on passerait à Suzanne Vaillancourt. Je vais autoriser votre micro et votre caméra. Et prendre la parole. Comme ça fonctionne. Oui, on vous entend très bien. Super. En fait, je trouve ça super intéressant parce que vous amenez comme enjeu et comme conclusion, je pense qu'il y a du travail depuis. Parce que c'est une photo qui a été prise, puis moi, je suis au cœur du parcours et ce, à toutes les semaines. Donc, j'avais comme le goût de mettre un peu l'update de qu'est-ce qui a été nommé, puis comment ça a inspiré aussi notre pratique pour la suite. Là. Il y avait l'élément d'ambiguïté là, dans le parcours résidentiel. Est-ce que le parcours, c'est un logement transitoire ou un logement permanent? En fait, le parcours reste et demeure un logement permanent. Pour des personnes, c'est une finalité. Et pour d'autres, c'est effectivement un tremplin. Quand c'est un tremplin, l'Office municipal, dans la dernière année, a développé une espèce de nouvelle politique qu'ils appellent le parcours résidentiel. Donc, la personne, quand elle est prête et disposée, qu'elle souhaite transiter, là, comme tu as dit, Jean-Yves, vers le logement HLM, elle est priorisée sur la liste d'attente. Donc, elle passe dans le fond par-dessus les 2800 personnes qui attendent un logement subventionné pour avoir cet accès-là. Puis, Clé en main permet aussi de faire ça par le biais du programme de supplément loyer si la personne préfère aller dans le marché privé. Ça permet quand même des options intéressantes. Puis, ça stimule, je pense, les locataires face à leur projet, des fois, d'habitation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur lequel on a travaillé, c'est l'animation du milieu de vie. Ça a été très difficile. Quand tu l'as nommé, là, les gens sont entrés au parcours un moment où il y avait la COVID. Là. Donc, l'animation collective, l'espèce de faire prendre la mayonnaise du groupe ne pouvait pas se faire. Donc, il y a eu du travail, dans les 2 dernières années avec une animation du milieu de vie qui est beaucoup plus structurée et dans laquelle on est allé sur des modèles un peu plus traditionnels du type assemblée générale avec les locataires. Qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir? Est-ce qu'on est capable d'aller se dégager un budget pour réaliser des activités, acheter du matériel? Donc, je pense entre autres à des frigidaires. Les gens voulaient des frigidaires pour chaque étage avec des cadenas. Donc, si j'étais à l'étage 2, j'ai un frigidaire de l'étage 2, mon petit cadenas, on l'administre ensemble. Des rideaux dans la salle communautaire. Une machine à liqueur, écoute, ça a été la grande histoire cette année de la machine à liqueur pour enfin être autonome de nos achats. Fait qu'il y a quand même des petites affaires, puis la sécurité alimentaire reste et demeure au cœur de ça. L'activité qui est la plus prisée, là, c'est vraiment les cuisines communautaires pour se faire des soupers puis se congeler des plats. Donc, il y a eu là, des actions à cet égard, puis de l'implication sociale. Les animateurs sont vraiment dans une optique d'accompagner les gens dans qu'est-ce qu'eux, ils souhaitent organiser et non d'en faire seulement des dépositaires et des participants là, à une activité qui est comme plus bancaire. C'est vraiment dans l'implication sociale. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, je vous dirais qu'on avait à se structurer parce qu'un quadripartite incluant les locataires, l'OMH, le CIUS et Clé en main, c'est un défi. Donc, comment se respecter chacun à travers nos missions, à travers nos besoins, à travers chacun de nos désirs,
Ça a été un défi. On a réussi le pari. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a un plan d'action dans laquelle on travaille sur la stabilité résidentielle au niveau individuel, au niveau collectif et l'accès au logement. Donc, ça nous permet aussi d'avoir des axes dans lesquels la collaboration puis le partenariat va se faire, toujours en considérant les besoins là, des locataires. On se rencontre à toutes les semaines le tripartite pour évaluer la stabilité résidentielle des résidents, c'est-à-dire à travers les 3 P, la paix, la propreté et le paiement du loyer. Et c'est beaucoup comme ça qu'on va travailler avec les résidents. Est-ce que ta capacité de payer au premier du mois? Est-ce qu'on est correct? Est-ce qu'on doit travailler avec ton intervenant? Est-ce qu'on utilise la fiducie clé en main? C'est quoi les enjeux que tu rencontres? La propreté de ton logement, comment on peut te soutenir, t'aider? Et la paix, comment à partir des comportements, on peut t'aider à régulariser des fois des comportements qui peuvent être plus erratiques et qui dérangent tes voisins. Chaque locataire doit avoir un intervenant référent et c'est aussi avec lui qu'on va travailler. Notre défi pour la prochaine année, c'est d'inscrire le projet de vie du locataire en collaboration avec son intervenant référent et l'animateur du milieu de vie. Tantôt, quand tu parlais d'importance de reconnaître l'implication sociale des personnes qui sont en dehors du marché du travail, bien, je pense que ça prend tout son sens là. Comment, au parcours et dans ma communauté, je peux avoir des implications qui vont faire que je vais aller revaloriser, reconnaître du potentiel que j'ai et comment je peux l'inscrire dans quelque chose qui est plus systématisé avec mon intervenant accompagnateur et l'animateur du milieu de vie qui, lui, me voit aller au quotidien. Fait que c'est un peu là où on est, je vous dirais, c'est quand même super, là, on est parti de plein de belles affaires, puis merci parce que ça, comme beaucoup, ça nous a orientés, je pense, pour donner un sens pratique après à notre travail, tu sais, fait que la recherche et le terrain, c'est fondamental. OK, voilà. Je suis très heureux d'entendre ce que j'entends, Suzanne. Effectivement, que le projet, en fait, nous, on avait fait le choix d'aller chercher le point de vue des locataires, hein, puis de voir que ce point de vue-là, dans le fond, a permis effectivement d'améliorer les choses, parce qu'en fond, je pense que c'était un bon projet. Là. Moi, je suis très content, puis je trouve ça très intéressant aussi, ce que vous avez développé comme mécanisme, comme moyen là, pour essayer de relever ces défis-là. Ben, bravo. Moi, ça donne du sens à ce qu'on fait aussi. Effectivement, c'est fondamental, oui. Merci. Bien, c'est bien gentil. Merci, Mme Vaillancourt, d'avoir pris le temps de faire cette mise à jour-là. C'est très apprécié. Donc, c'était une photo, en effet, 2020-2022. Puis, merci, Mme Vaillancourt, d'avoir complété là, ce portrait. Bien, merci. On ira à une autre question de Valérie Massé. Donc, je vais vous autoriser votre micro et votre caméra pour que vous puissiez prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Merci beaucoup pour la présentation, c'est super génial. En fait, Mme Suzanne a répondu un petit peu là, à ma question. Dans le fond, je veux juste confirmer qu'il y a vraiment de la réadaptation qui est faite dans ces milieux-là. Est-ce que je suis correcte ou j'ai une mauvaise interprétation? Surtout avec des personnes avec des diagnostics, des fois, le maintien à domicile, c'est plus difficile. Donc, je voulais savoir si ça, il y avait la réadaptation qui est faite hebdomadairement. Et mon autre question est, est-ce que ça s'offre également à la population, exemple anglophone, nouveaux immigrants, ou c'est beaucoup plus une clientèle francophone? Merci. Au moment où on a fait nos entrevues, c'était majoritairement des francophones. Il y avait quelques personnes issues de l'immigration, des autochtones aussi, là, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était majoritairement des francophones, là, puis des hommes majoritairement, parce qu'on sait que dans l'instabilité résidentielle, c'est majoritairement des hommes qui se retrouvent, dans le fond, à la rue, dans le fond, donc, qui vivent cette instabilité résidentielle-là. Donc, puis par rapport, en tout cas, je laisserai Suzanne, par rapport à l'aspect de la réadaptation, mon avis, c'est pas le parcours, ça veut être d'abord un lieu d'habitation. Tu sais. Naturellement, on veut considérer, ça ne veut pas un lieu de réadaptation, ça se veut un lieu d'habitation, mais on veut considérer quand même les autres dimensions. Et Suzanne, je vais te laisser aller, mais on veut considérer les autres dimensions aussi pour s'assurer que ça fonctionne, cette stabilité-là. Oui, bien, tu sais, pour avoir accès au parcours, en fait, puis on établit cette année une nouvelle. Je dirais un nouveau paramètre. Là, on va privilégier les gens qui sont en hébergement transitoire. En fait, c'est-à-dire tous ceux qui habitent à l'heure actuelle l'Aubrivière, Revive, Camp-de-Base, l'Hawaï et le Rempart. Pourquoi? Parce que le parcours résidentiel en itinérance nous a démontré qu'on a des goulots là, où est-ce qu'on
mon terme à moi, ça jump pack dans l'hébergement transitoire. Et on a de la difficulté à pouvoir entrer des personnes et les gens qui veulent sortir de l'hébergement transitoire n'ont pas d'option. Donc, le parcours résidentiel en itinérance, là, Sarah Plamondon nous l'a démontré. Là. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie les gens qui vont être dans ces hébergements-là, accompagnés soit par un partenaire du réseau communautaire, qui est un partenaire référent clé en main, ou un intervenant du réseau. Fait que ça va être ceux qui sont privilégiés, puis il faut avoir accès au logement subventionné là, à partir de nos revenus. Là. Fait qu'on n'est pas nécessairement dans une optique de réadaptation. Je veux dire, pour certains, c'est du rétablissement. Pour d'autres, ça peut être de la réadaptation. Mais tu sais, on prend dans le fond l'humain avec un besoin en logement et avec un accompagnateur, là, un intervenant qui va l'accompagner, qui a confiance. Il y avait eu une petite question dans l'onglet conversation. Peut-être que Suzanne, vous pouvez aussi compléter. Est-ce que c'est ouvert à toutes les personnes de la ville ou c'est seulement pour certains secteurs? Bien, c'est la grande ville de Québec, en fait. Là, c'est le territoire de l'OMHQ. L'OMHQ, c'est l'ensemble de la grande ville de Québec. Là. Fait que peu importe où. Si on est de Côte-de-Beaupré, on ne peut pas. Si on est de Charlevoix, Port-Neuf non plus, là, parce que le 12-24 doit s'appliquer, c'est-à-dire 12 mois sur le territoire de la Ville de Québec dans les 24 derniers mois, parce qu'on est dans des paramètres de programme, je pense que c'est un accès logis, lui. Fait que, on ne peut pas sortir de ces paramètres-là qui sont des règles provinciales là, pour l'accès au logement social. Des réalités administratives. Merci, Mme Vaillancourt. Simone? Oui. Je voulais juste ajouter que Jean-Yves et moi, on a aussi eu connaissance qu'il y a des projets similaires au parcours qui sont en train de s'établir dans d'autres régions au Québec. Donc, un à Lobinière, si je ne me trompe pas. Je vois Jean-Yves. À Saint-Raymond, je pense à Port-Neuf. Je pense que c'est à Port-Neuf. Oui. Donc, je pense qu'il y a d'autres projets similaires ailleurs. Donc, je ne sais pas si la question était par rapport à une autre région en particulier. Mais aussi, ce que je voulais souligner par rapport à ça, c'est que, puis d'ailleurs, il y a une personne avec qui j'ai fait un super bel entretien qui disait que ça prendrait un parcours juste pour les jeunes autochtones. Mais dans le sens où les gens ont envie d'avoir des lieux, je pense qu'il y a une multiplication des parcours, c'est en fait un idéal auquel on pourrait penser parce que les gens ont envie d'avoir des milieux avec des gens avec qui ils peuvent former des relations sociales, donc toute la question de l'immigration aussi. Et donc, je pense que c'est super que le parcours existe, puis peut-être que ça inspire d'autres projets qui répondent à d'autres besoins. Ce serait un autre super bel idéal auquel on peut aspirer peut-être. Peut-être pour compléter ce que vient de dire Simone aussi, il y a Logement Occupe qui a fait un guide que je pourrais peut-être l'envoyer après, te le faire parvenir David après, là, qui ont recensé d'autres pratiques, effectivement, là, du type du parcours, mais à travers le Québec, pour montrer qu'il peut y avoir une diversité, effectivement, dans le fond, d'accompagnement puis de soutien qui peuvent être offerts, puis qui doit être aussi ancré dans la couleur du milieu et du territoire. Là. Alors, s'il y en a qui s'intéressent de prendre peut-être connaissance de d'autres types d'expériences, c'est tout récent, ça a été lancé dans le cadre des États généraux sur l'itinérance. C'est un bel outil, c'est un beau guide, effectivement. Là. Merci. On pourrait peut-être le partager là, par courriel à la suite de la présentation avec le PowerPoint de la présentation d'aujourd'hui. Écoutez, ça ferait le tour de nos questions, des commentaires. Donc, merci Jean-Yves, merci Simone d'avoir pris le temps là, de faire cette belle présentation-là. Merci également Mme Vaillancourt d'avoir pris le temps aussi de nous mettre à jour puis de répondre aux questions. Donc, il y a eu beaucoup de commentaires positifs dans l'onglet conversation. On vous remercie pour votre conférence, Jean-Yves et Simone. Vraiment très intéressant. Puis je pense que c'est un bel exemple de projet qui pourrait prendre différentes formes éventuellement puis être adapté à d'autres régions. Notamment étant donné que la question du logement, bien, je pense que c'est une grande question d'actualité et également de l'itinérance. Puis merci également, Jean-Yves, d'avoir fait une petite présentation également sur la question des hommes et de la pauvreté. Là. Rapidement, à la fin de ta présentation, moi, j'apprécie également là, que tu aies pris le temps de le faire. Vous aurez pu développer encore plus. Je le sais, Jean-Yves, on aurait pu faire un webinaire seulement là-dessus.
Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup. Moi, j'ai pris le temps là, de mettre le lien pour l'évaluation, donc pour avoir l'attestation de participation au webinaire. Vous devez absolument remplir ce lien-là. Et ce lien-là ne vous sera pas transmis par courriel. Donc, j'ai mis là, dans l'onglet Conversation le lien là, pour compléter l'évaluation de la rencontre pour obtenir votre attestation de participation. Quand la conversation sera terminée, vous pourrez également le retrouver là, par Teams dans l'onglet Conversation, ce lien-là. Alors, écoutez, ça complète notre programmation des webinaires 2024-2025. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci encore à nos conférenciers. Merci de votre contribution. Merci d'avoir partagé vos connaissances aujourd'hui avec nous. Et sur ce, je vous souhaiterais une belle journée à tous et à toutes.